On les appelle les héros du quotidien. On les applaudit tous les soirs à 20h sur nos balcons. Ils sont les soldats de l'ombre, dans une guerre que le président et son gouvernement ont abordé la fleur au fusil, comme le début d'une guerre en 14. Une armée amputée de ses hommes et de ses moyens depuis des dizaines d'années, sacrifiée sur l'autel du Dieu libéral et de sa sacro-sainte loi du marché. Infirmière à l'hôpital, en EHPAD ou libérale, aide-soignante ou agent des services hospitaliers, nous avons recueilli le témoignage de ces personnes qui étaient, il y a peu, ignorées, voire méprisées. Maintenant en pleine lumière, elles sont désormais décorées des doux mots de la République à leur égard. Celle-là même qui leur avait coupé les jambes. Ne nous mentons pas, nous aussi nous avons notre part de responsabilité. Nous aussi nous avons détourné le regard lorsque cette armée qui a toujours été à notre service a été dépecée. Le moins que nous puissions faire maintenant est d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, pour les entendre vraiment, avec la même attention que nous avons eue en lisant les lettres des poilus. Pour qu'à la sortie de cette guerre d'un genre nouveau, nous puissions dire avec un cœur sincère « Plus jamais ça ». Ici Perceval le Lorrain. Vous n'êtes pas à l'écoute de Radio Londres, mais bien de Radio Lorraine enragée. Voici donc, chers auditeurs, les quelques mots qui nous ont été envoyés de Meuse, du Toulois et du Lunévillois. Pour les lire, je serai accompagné de Léa, notre nouvelle collaboratrice, qui se chargera des témoignages en provenance du bassin meusien. Bien entendu, la plupart de nos témoins étant soumis au droit de réserve, leurs prénoms ont été modifiés. Témoignage de Julie, infirmière libérale dans le Toulois. Comme tout ce qu'on entend dans les médias, les gens qui tombent malades gravement, avec hospitalisation en réanimation, sont des personnes fragiles. Maladie pulmonaire chronique, tabagisme, maladie cardiaque. Les autres personnes sans antécédents médicaux particuliers sont clouées au lit durant plus d'une semaine, sans manger, en extrême fatigue. Mon rôle est de surveiller des gens qui sont, entre guillemets, limites. Je contrôle leur saturation, oxygène dans le sang, et leur température corporelle. Je suis envoyé par le médecin traitant de ces personnes qui restent à domicile. Je fais cela durant 7 jours. À J7, on refait un point sur l'état de santé du patient, et s'il a bien récupéré, je stoppe la surveillance à domicile. Sinon, c'est l'hospitalisation, ou le prolongement de la surveillance jusqu'au J15. Je constate que la survenue des gros symptômes sont foudroyants. D'une heure à l'autre, vous perdez connaissance car vos poumons ne fonctionnent plus. Cela arrive extrêmement vite. Fourni par l'État, je n'ai que des masques chirurgicaux pour soigner les gens malades du Covid-19. J'ai le droit à 18 masques par semaine que je dois aller chercher à l'officine la plus proche de mon cabinet d'infirmier. J'en utilise 3 par jour car un masque n'est efficace que 4 heures maximum. Alors faites les comptes. Les masques FFP2, j'en ai un peu, car des gens m'ont fait des dons. Les surblouses pour protéger mes vêtements, j'en avais une dizaine qui traînaient dans un tiroir que j'avais récupéré, je ne sais plus quand ni pourquoi. Les gants que j'ai font partie de mon stock personnel. Comme la majorité des médecins généralistes et de mes consoeurs infirmières libérales, j'ai travaillé il y a 3 semaines sans masque, de manière tout à fait habituelle, car je n'ai reçu aucune information sur l'épidémie du coronavirus. Rien de l'ordre des infirmiers, rien de l'Agence régionale de santé, rien du ministère de la Santé, uniquement des infos de BFM que je ne regarde jamais. Malheureusement, cela a entraîné la mort de plusieurs médecins généralistes décédés ce week-end, car ils ont reçu dans leur cabinet des personnes entre guillemets grippées, mais qui en réalité avaient le Covid-19. Mardi 10 mars à 20h30, j'ai reçu les premiers courriels alarmistes de l'ordre des infirmiers, disant qu'il était important de porter un masque chirurgical auprès des patients. Bien entendu, aucun masque n'était fourni à ce moment-là. Donc, des courriels alarmistes, mais pas de matériel fourni. Et depuis ce 10 mars, eh bien, vous connaissez le reste. J'ai les mêmes informations officielles que tout le monde. Je n'ai pas peur de me faire agresser pour les masques car je suis en campagne, ça devrait aller. Mais dans certaines rues, je ferme ma voiture pour éviter que quelqu'un ne me les vole. Il y en a déjà eu plusieurs des vols de masques avec agression d'infirmières, mais pas sur ma commune. C'est sur Nancy et Metz les agressions. Ici, certaines personnes ont tendance à me faire des réflexions comme si j'étais une boule de virus ambulante. C'est fatigant à la longue. J'ai beau leur expliquer que je fais ce qu'il faut pour éviter la propagation et la contagion, mais ça ne change rien. Le lendemain, ils reviennent à la charge,
en trouvant autre chose. Sabine, aide-soignante dans un EHPAD en Meuse. Elles prennent leur température à chaque prise de poste, au moindre risque, au moindre symptôme, les soignants sont renvoyés chez eux. Les services sont en confinement pour éviter la propagation du virus. Chez les aides-soignantes, la fatigue. Elles sont réquisitionnées d'office, la situation est très compliquée à gérer. Elles ont l'impression de ne pas avoir de soutien de leur direction, elles n'ont pas non plus d'informations. Les horaires changent tout le temps, le personnel est fatigué et à bout. Elles tirent sur la corde, qui va remplacer les nombreux arrêts? Il y a de moins en moins de personnel, elles sont en sous-effectif, ras-le-bol général. Emmanuel, ASH ou agent des services hospitaliers dans un EHPAD en Meuse. Les agents des services hospitaliers sont responsables du nettoyage des parties communes et des environnements des patients. C'est grâce à leur travail qu'on réduit la transmission des germes. Elles sont donc un élément essentiel au bon déroulement de la vie en milieu hospitalier. Nous avons un travail pénible qui n'est pas valorisé. L'ASH est un maillon important de la chaîne, or nous ne sommes pas remplacés en cas d'arrêt. Nous avons aussi un rôle d'accompagnement auprès des personnes âgées, ce qui est primordial en période de crise comme celle-là, car les personnes âgées en EHPAD ne peuvent plus recevoir de visites. Je pense que mes collègues ont leurs limites. Denise, infirmière dans un EHPAD en Meuse. L'EHPAD a les moyens de protection nécessaires, mais comme partout avec un temps de retard et d'obligation de garder le masque pendant 8 heures, alors qu'il doit être changé toutes les 3-4 heures pour les masques chirurgicaux simples. Les cadres demandent des renforts à l'IFSI, l'Institut de formation des soins infirmiers, pour soulager les équipes qui fonctionnent déjà à flux tendu depuis longtemps. De mon côté, la DRH est honnête et m'envoie des mails tous les jours pour me tenir informée de ce qui se passe dans la collectivité. À l'EHPAD, il me semble que le discours du cadre soit mal perçu par mes collègues. Des membres du personnel soignant font partie des personnes à risque et sont en première ligne. Ils n'auraient pas dû aller travailler, mais vu les restrictions budgétaires et la crise, c'est tout le monde sur le pont. Toutes les réformes visant à rationaliser les activités et le fonctionnement des hôpitaux montrent aujourd'hui que ce n'est pas possible de fonctionner normalement, quel que soit le secteur, hôpital, CHS, domicile ou EHPAD. Toutes nos revendications ne portent pas sur la rémunération des soignants, mais le manque de personnel et de lits pour soigner nos patients. Hélène, infirmière à l'hôpital de Lunéville, reçue le 23 mars. À l'hôpital à Lunéville, tout le monde est réquisitionné pour alléger les services, car beaucoup de gens arrivent affolés et c'est beaucoup les urgences qui trinquent. Les infirmières ont énormément de travail. Pour l'instant, nous n'avons que peu de décès liés au coronavirus. C'est à Nancy que c'est dur. Il y a quelques jours, nous avions 2 morts à cause du Covid. Toutes les mesures ont été prises, mais on a préféré ne rien dire pour ne pas affoler la population et pour répondre à la demande des familles qui, dans ces moments-là, ne veulent pas être trop embêtées. Les familles prennent leurs dispositions vis-à-vis des gens qui les ont entourés. Je fais le tour des pompes funèbres ce matin pour leur dire que je pensais fort à eux, mais eux aussi sont très étonnés du manque de décès sur le Lunévillois. Nous ne sommes pas encore au pic chez nous, mais c'est vrai que pour le personnel, ce n'est pas évident. Ils ont aussi peur pour eux, pour leur famille. Ils sont très dépités à voir que beaucoup de gens prennent cela par-dessus la jambe. Hélène a complété son témoignage le 31 mars en nous écrivant « C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de décès du corona maintenant, mais pour nous ce n'est pas encore affolant par rapport à Nancy. » Margot, ASH au centre hospitalier de Bar-le-Duc. Port de masque pour tout le monde. Lavage des mains et friction régulière au gel hydroalcoolique. 1 mètre de distance entre le personnel soignant. Surtout entre collègues car plus délicat avec les patients. Pauses séparées pour éviter d'être trop proches. Pour les patients, isolement dans leur chambre. Désinfection quotidienne de toutes les surfaces manuportées. Les psychologues sont à notre disposition au cas où. Mes collègues ne vont pas toutes tenir, certaines craquent déjà, et pour beaucoup viennent travailler la peur au ventre. Si elles ne tiennent pas, il y aura encore moins de personnel et ce sera encore plus difficile pour celles qui restent. Comment allons-nous nous occuper de nos patients? Nous n'avons pas de solution pour remplacer celles qui craquent. Il manque déjà beaucoup de monde. Nous ne sommes pas vraiment soutenus par notre hiérarchie. Les personnes à risque qui ont déjà des soucis de santé doivent quand même venir travailler tant qu'elles n'ont pas de symptômes. Les cadres font tout ce qu'ils peuvent à leur niveau. On nous demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Le personnel ne tiendra plus très longtemps et forcément la qualité des prestations ne peuvent que se dégrader. On peut se rendre compte avec cette crise sanitaire que la suppression de lits et de personnel dans les hôpitaux fait beaucoup de mal aujourd'hui. Laetitia, infirmière dans un EHPAD en Meuse. Nous avons l'espoir que cette crise nous permette d'avoir la population à nos côtés quand nous demanderons des comptes au gouvernement. Une prime ne suffira pas. Chers amis, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette lecture de témoignages. Avant de vous laisser avec les quelques mots de Jean, étudiant à Nancy, hospitalisé à cause du coronavirus à Marseille, nous vous invitons à vous aussi nous laisser votre témoignage pour que nous puissions le partager sur les ondes. Que vous fassiez partie du personnel soignant en première ligne, que vous soyez médecin,
journalistes, policiers, militaires, fonctionnaires à la préfecture ou en mairie, ou de toute autre profession impactée directement par la pandémie que nous traversons, envoyez-nous un courriel à lorraine.enragé@gmail.com. Si vous désirez que ces témoignages que nous venons de lire soient entendus par le plus grand nombre, mettez un pouce bleu sous la vidéo, partagez-la sous les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques, lectures de témoignages ou revues de presse dans les prochains jours. C'était Léa et Perceval Le Lorrain sur Radio Lorraine Enragée. Que Dieu vous garde, et n'oubliez jamais ce que disait le menhir. La vie commence toujours demain. Jean, étudiant à Nancy, hospitalisé à l'hôpital de Marseille-Timone. Mes parents et moi sommes positifs. Eux, ils sont encore en réanimation, mais de ce qu'on m'a dit, ça va. Je suis en soins intensifs. J'avais 40,7 de fièvre, hier encore. Mais je devrais passer en soins continus si tout va bien d'ici 2 jours. Mais il reste très prudent. Je suis rentré avec 2 autres mecs, les 2 sont morts. Après, les 2 ont été traités à la chloroquine, pas moi. Ils avaient la trentaine, moi 22. De ce que les infirmières m'ont dit de ceux qui ont reçu ce traitement, c'est pas glorieux. Après, je ne fais que rapporter ce qu'elles m'ont dit. Mais c'est foudroyant ce virus. En 1 heure, je suis passé de la grande forme à plus de 40 de fièvre et à plus pouvoir marcher. Putain, quelle saloperie. Comme traitement, je suis sous antidouleur pour la fièvre et sous antibiotiques parce que j'ai fait une infection pulmonaire avec, raison pour laquelle je reste sous haute surveillance. Ça a été plus compliqué à cause de l'infection bactérienne pulmonaire. J'ai dû être opéré, puis j'ai passé la journée d'hier en réanimation avec intubation, et aujourd'hui je suis de nouveau en soins intensifs. J'espère que ça ira mieux maintenant. Mes parents sortent de l'hôpital dans 2 jours. Moi je reste en soins intensifs jusqu'à ce que je puisse respirer tout seul. On va espérer que tout ça s'arrange pour le mieux. J'ai appris qu'une fille de 16 ans est morte de ce virus à Paris. J'essaye de positiver quand même si cela n'est pas simple. J'espère. Demain, normalement, on m'enlèvera le respirateur.